Alors depuis que le monde est monde, eh bien, l'humanité a toujours été confrontée à des crises, a dû faire face à des pandémies. Quel a été l'impact sur la société de ces différentes pandémies? Comment est-ce que ces pandémies ont transformé véritablement notre société pour arriver à la société que nous connaissons aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous partager dans cette capsule vidéo. Avant de commencer, il me semble important de revenir sur ce terme de crise. Qu'est-ce qu'une crise? Et dépendamment de la langue que vous parlez, si vous prenez l'exemple chinois ou grec, eh bien, le terme de crise, qui chez nous est plutôt connoté de manière négative, eh bien, signifie dans ces deux langues le terme de risque ou d'opportunité. Et je trouve cette façon de voir la chose assez intéressante, hein. C'est un petit peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. On a toujours cette façon de voir les choses, soit de manière positive, soit de manière négative. Et effectivement, derrière une crise, il y a un risque qui se matérialise. Il va falloir y faire face, il risque d'y avoir des dommages collatéraux, hein, de quelque nature qu'ils soient. Mais ça représente également chaque fois une opportunité, ça laisse de la place pour quelque chose d'autre, pour une renaissance en quelque sorte, et puis pouvoir partir dans une direction qui est différente. Alors si on remonte en 1348, hein, au Moyen-Âge, eh bien en 1348, c'est là qu'est apparue la peste noire qui a dévasté véritablement la population mondiale, hein, la population européenne. On estime que 30 à 50% des personnes sont mortes de la peste noire. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle, le côté négatif, hein, le côté risque qui s'est matérialisé. Et le côté positif d'opportunité, eh bien ça a signifié la fin du servage. À l'époque, eh bien les seigneurs, les nobles, les bourgeois qui possédaient des terrains, eh bien, il y avait le mobilier qui allait avec, le mobilier, non seulement le mobilier urbain, mais le mobilier humain, puisque les serfs étaient attachés à la terre sur laquelle ils habitaient. Ils étaient contraints de travailler au profit de cette caste dirigeante. Donc, à la fin de la peste noire, comme ça avait dévasté la population mondiale et européenne, en l'occurrence, eh bien, il n'y avait plus assez de personnes pour travailler et ça a signifié le début du salariat, puisque les nobles et les riches, hein, ont été contraints de débaucher du personnel, de trouver des bras, de trouver des gens pour venir travailler les domaines qu'ils possédaient, et ont dû leur proposer des salaires pour les attirer chez eux, et ça a signifié véritablement la fin du servage. Plus proche de nous, on peut parler de la grippe espagnole en 1918. La grippe espagnole qui, soit dit en passant, n'a d'espagnol que le nom, hein, puisqu'on pense que la grippe espagnole, sans savoir exactement son lieu d'origine, eh bien, vient de Chine et des États-Unis. Et la grippe espagnole qui a été une hécatombe, hein, également sur le plan mondial, bien qu'aucune statistique précise n'ait été dressée. Les historiens estiment à entre 20 et 100 millions de victimes de par le monde. Et ça a été un véritable choc dans tous les pays, et c'est de nouveau le côté négatif, eh bien c'est cette facture en termes de bilan humain qui a été extrêmement lourde à payer, qui a dévasté des familles, des villes, des villages, enfin quelque chose d'absolument pharaonique. Et eh bien le côté positif, l'opportunité, ça a permis de développer notre système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc tous les pays ont pris tout à coup conscience de ce risque pandémique et qu'il fallait bien lui apporter une réponse. Et donc on a développé les systèmes hospitaliers, les réseaux de soins de santé tels qu'on les connaît aujourd'hui, et ça a notamment constitué une avance majeure en termes de médecine, de science. Alors si on revient maintenant aujourd'hui, hein, avec ce coronavirus, eh bien, on constate qu'une fois de plus, c'est une nouvelle pandémie, qu'il y a un risque qui se matérialise en termes économiques, hein, en termes humains également, bien que toute proportion gardée, on soit très très loin de l'hécatombe des deux maladies dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la peste noire et la grippe espagnole. Mais disons qu'en termes économiques, eh bien, cet arrêt de l'économie mondiale va sans aucun doute avoir des impacts sur nos vies. Et l'opportunité, eh bien, on ne la connaît pas encore, mais il consiste précisément à la construire. Et peut-être qu'une bonne façon de le faire, c'est de se poser la question, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis aligné avec la personne que je suis? Est-ce que je suis content avec la société actuelle? Est-ce qu'on peut continuer sur ce modèle capitaliste débridé, hein, quand on voit l'impact finalement sur notre écosystème, sur le réchauffement climatique, sur la pollution, l'acidification
l'acidification des océans, sur la pollution qui est omniprésente, la pollution de l'air, la pollution des eaux, sur la disparition de la biodiversité, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des gens qui sont laissés finalement pour compte dans leur métier, des gens qui sont débarqués, soit parce qu'ils sont trop vieux, qu'ils coûtent trop cher, soit parce qu'on délocalise à l'étranger, et que finalement tout ce système devenu un petit peu fou qui s'est emballé, aujourd'hui on en prend conscience de cette mondialisation, de se dire mais il y a quand même un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment, de manière qu'on puisse vivre en harmonie, en bienveillance, et disons que améliorer ce bien vivre ensemble à un niveau planétaire, et pas qu'il y ait de telles inégalités qui soient créées avec des gens qui ont tout, 1% de la population qui possède un nombre invraisemblable de richesses, et puis d'autres personnes qui ont moins $1 par jour pour manger. Donc bien entendu qu'on est tous confinés aujourd'hui à la maison et que c'est un petit peu difficile, mais c'est précisément souvent le temps qui nous manque pour réfléchir à ces questions existentielles, et que ce confinement forcé eh bien, est peut-être une bonne occasion de repenser un système, ou bien de repenser le sens qu'on a envie de donner à sa propre existence. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'avenir? Comment est-ce que je me sentirais si on continue comme ça pendant une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que cela va nous mener? Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'on est sur une planète, que c'est un environnement fini, que les ressources ne sont pas infinies, qu'on ne peut pas croître jusqu'à l'infini, qu'il y a un moment donné où tout cela doit s'arrêter à un moment donné. Et je pense que eh bien, c'est un bilan qu'il est utile de se faire, se dire ok, mais où est-ce que tout cela nous mène? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage à mes enfants, aux générations futures? Est-ce que finalement remettre un petit peu de sens dans tout ça, ralentir un petit peu la chose pour pouvoir vivre différemment, vivre mieux ensemble, ne serait pas une bonne solution? Alors une idée peut-être qui vous paraît un petit peu loufoque, voire ridicule. Et eh bien, c'est tout à fait intéressant de constater qu'on tombe dans cette loi de Schopenhauer qui est ce philosophe allemand qui a mis en exergue le fait que toute idée révolutionnaire a systématiquement connu 3 stades. D'abord, le premier stade, c'est celui du ridicule, le deuxième stade, celui du dangereux, et puis le troisième stade, celui de l'évident. Et dans le premier stade, eh bien, on a une idée comme ça qui émerge, et puis une idée qui paraît, qui est nouvelle, et forcément toute idée nouvelle fait un petit peu peur, donc on va la trouver ridicule, complètement à la limite du débile. On va se dire, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, c'est complètement fou. Et puis l'idée prend un petit peu corps, comme ça dans la société, il y a plusieurs personnes qui se posent cette question, qui partagent l'idée, et on arrive finalement, elle se cristallise un petit peu, et quand ça commence à remettre en cause des intérêts économiques, des intérêts partisans, que ça vient remettre en cause l'ordre établi, alors les gens vont avoir tendance à la considérer comme dangereuse. Et dans ce stade, il va s'agir d'ostraciser les gens, de dire ouais mais attention, ces gens sont dangereux, c'est pour la société, voilà ce qui va se passer, oulala, enfin donc tout changement, c'est la résistance au changement un petit peu. Et puis dans le troisième stade, quand l'idée s'est un petit peu cristallisée dans la société, et bien que les gens commencent à se rendre compte que finalement c'est peut-être pas une si mauvaise idée, et bien la chose devient évidente, et elle est adoptée par tout un chacun. Alors, les exemples des révolutions qui ont eu lieu dans notre histoire eh bien, sont multiples. Et le nombre de révolutions qui sont passées par ces 3 stades, du ridicule, dangereux, évident. On peut revenir loin en arrière avec Copernic et l'héliocentrisme. Copernic qui avait découvert en tout cas qui pensait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, contrairement à la croyance de l'époque, et notamment du clergé qui pensait que la Terre était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Eh bien, Copernic, quand il a émis cette idée, eh bien, on lui a dit que c'était ridicule et puis qu'il fallait mieux la fermer. Et il a été soutenu par Galilée à un moment donné, et Galilée qui était complètement acquis à cette cause. Et Galilée s'est retrouvé ostracisé, le clergé s'est retrouvé un petit peu mis en danger, pensant que c'était dangereux de pouvoir remettre ce concept en question. Et finalement, Galilée a été condamné pour hérésie par l'Église, et il a été condamné à résidence, d'abord en prison, qui a été commuté en résidence à vie, simplement parce qu'il avait eu l'outrecuidance de défendre une idée qui aujourd'hui est devenue complètement évidente, où personne ne pensait à remettre en question le fait qu'effectivement la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil.
Et comme je le disais, donc les exemples sont foisons. On peut prendre l'exemple de la fin de l'esclavagisme aux États-Unis. Hein. D'abord, ça a été considéré comme ridicule, puis comme dangereux, puis finalement comme évident. La fin de l'apartheid, hein, où on a dit ok, ridicule, dangereux, évident. Le vote des femmes a été considéré comme ridicule, dangereux, et aujourd'hui, il est évident. Et si on remonte finalement à comment est-ce qu'est intervenu le vote des femmes, eh bien ça remonte en 1944 en France, où d'abord les gens ont considéré que les femmes n'avaient pas leur mot à dire, que c'était complètement ridicule de leur donner la parole, de leur donner un droit de vote. Et puis pour finir, les femmes se sont organisées, hein, ce qu'on appelait les suffragettes, et qui ont commencé à manifester, à revendiquer dans la société d'avoir le droit de parole. Et certaines même ont perdu la vie dans ces combats. Et on a commencé à dire alors que c'était dangereux. Et pour finir, on est arrivé à l'évidence que les femmes avaient effectivement également le droit à la parole et personne ne viendrait remettre ce droit en question de nos jours. En Suisse, ça n'a pas été mieux, puisque ce droit de vote ne remonte qu'à 1971. Alors pourquoi cette différence entre la France et la Suisse, puisque finalement nous sommes quand même de cultures assez similaires? Eh bien parce que la Suisse est une démocratie directe, et qu'à cette époque, qui est-ce qui votait? Eh bien c'était les hommes, et il a consisté d'abord à voir cette idée comme quelque chose de ridicule, et puis ensuite la considérer comme dangereuse. Hein. Les hommes allaient perdre le pouvoir, les femmes n'y connaissaient finalement rien aux affaires, elles ne travaillaient pas, elles n'avaient même pas le droit de travailler, il fallait demander l'autorisation de son mari à cette époque pour pouvoir travailler. Donc rendez-vous compte. Et finalement, il a s'agi, le fait qu'on soit une démocratie directe, de convaincre la majorité des hommes. Et ça a quand même pris pratiquement 30 ans pour arriver à ce résultat. Et ce n'est qu'en 1971 que ce droit de vote a été accordé aux femmes. Donc une fois encore, pour dire que toutes ces idées qui ont toutes été considérées à un moment donné comme ridicules, dangereuses, évidentes, ça ne veut pas dire que n'importe quelle idée débile est forcément révolutionnaire, mais que toute idée révolutionnaire est forcément ridicule à un moment donné, elle devient dangereuse, puis elle devient évidente. Un autre objet qui m'apparaît intéressant aujourd'hui, c'est celui du RBI, donc le revenu de base inconditionnel, dont les Suisses ont eu l'opportunité de voter il y a quelques années, qui a d'abord été considéré quand les premières personnes ont commencé à émettre cette idée comme totalement ridicule. Et puis finalement, l'idée s'est cristallisée, on a pu l'amener comme objet de votation devant le peuple, et le peuple a considéré, a rejeté cette idée, la considérant comme dangereuse. Beaucoup de personnes, en effet, pensaient que c'était un risque pour l'économie, que les personnes allaient soudain arrêter de travailler et puis se contenter finalement de ce minimum vital. Voilà, donc simplement une croyance comme ça qui était là, le peuple n'était pas prêt pour cette idée. Et je pense que cette idée va revenir sur le devant de la scène. À mon sens, c'est une excellente idée qui permettrait à tout un chacun de s'assurer d'un minimum vital, de pouvoir vivre une vie décente, et puis qui pourrait permettre, si ce n'est d'arrêter de travailler, peut-être simplement de revoir son temps de travail, peut-être de décider de travailler à temps partiel, à 80%, peut-être d'accorder un jour pour faire d'autres activités, de bénévolat, de rencontrer ses proches, de passer du temps de qualité en famille, d'avoir du temps pour soi, hein, parce que la réalité, c'est qu'on est dans une société complètement frénétique, où on n'a plus le temps de ne rien faire, on n'a plus le temps de réfléchir, c'est métro, boulot, dodo, et on est en mode pilote automatique, et qu'on voit des gens qui courent dans tous les sens. Et je me pose souvent cette question, moi qui ai la chance d'être indépendant et puis de pouvoir gérer mon temps, de voir les gens courir dans la rue, puis de me dire mais est-ce qu'au moins ils savent après quoi ils courent? C'est ça la véritable question. À quoi bon? On va tous dans la même direction, hein, quelque part, et on va tous en direction du trou qui nous tend les bras. On est arrivé seul, on repartira seul. Et comment est-ce qu'on peut habiter cette vie le mieux possible? Eh bien, je pense que le RBI est une façon de répondre à cette question qui permettrait aux gens de pouvoir finalement avoir le libre choix, reprendre le contrôle de leur existence, peut-être avoir un travail qui soit alimentaire, et puis se concentrer sur des choses qui viennent les nourrir de manière intellectuelle,
qui viennent donner du sens à leur existence, peut-être créer des business, se lancer dans des projets de développement durable, de partage, des projets communautaires, des choses qui soient plus grandes que simplement notre petit nombril, notre petite personne, et qui viennent redonner un sens, une forme de cohésion sociale à cette société, une forme de partage, de répartition de ces richesses, puisque à mon sens, il n'est pas très juste que certains soient milliardaires ou multimilliardaires et que d'autres n'aient qu'un dollar pour manger. Je trouve qu'il y a quelque chose de choquant dans cette dynamique-là, et eh bien, ce serait sans doute, ce RBI représenterait sans doute une occasion de pouvoir transformer cette société. Alors, eh bien peut-être qu'en m'entendant, vous vous dites que c'est ridicule ou que je suis dangereux, et peut-être que demain, l'histoire me donnera raison et que ce sera devenu quelque chose d'évident. Toujours est-il que la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, ben comment est-ce que vous voyez aujourd'hui votre situation? Où est-ce que vous en serez dans une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans si vous continuez comme ça? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? C'est une réalité, hein, puisqu'on voit que tout s'accélère, la fonte des glaces, l'épuisement des réserves naturelles, du pétrole, de l'eau, de la biodiversité qui s'effondre, les pesticides, la pollution. Enfin, donc l'humanité est véritablement confrontée à une multitude de défis. Je pense que ces défis, nous pouvons les relever, mais qu'il va falloir les relever ensemble et que quelque part, on ne peut pas... J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur lâcher son riz, que vous pouvez regarder. Je pense qu'il est important de lâcher son riz, d'apprendre quelque part. On ne peut pas attraper une branche sans en lâcher une autre, et que chacun d'entre nous peut-être peut se poser la question de à quoi est-ce qu'on pourrait renoncer de manière individuelle pour finalement favoriser davantage de partage, davantage de répartition de toutes ces richesses sur une planète qui est quand même nombreuse. On est 7,5 milliards. Normalement, d'ici 2050, on devrait être 10 milliards de personnes. Donc je pense qu'il va falloir trouver des solutions, et que penser qu'on peut continuer comme ça, eh bien, c'est simplement une idée que je qualifierais d'hérétique aujourd'hui. Alors voilà, c'était la réflexion du jour. J'espère que ça a suscité en vous un questionnement, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, hein, ça favorisera la diffusion de cette vidéo. Vous pouvez réagir à ce que je viens de dire, si d'aventure ça suscite un commentaire, si vous partagez mon point de vue, ou si au contraire vous êtes complètement opposé. Aucun souci, on est d'accord de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas tous partager le même sentiment, le même point de vue, c'est complètement OK. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de lire votre commentaire. Et puis, n'oubliez pas peut-être de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis surtout, d'appuyer sur les notifications de telle sorte que vous serez informé des prochaines publications que je ferai dans un avenir tout proche. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.